Le marché est en complète stagnation, mais c'est justement intéressant pour le bull run de 2025. On est aujourd'hui le dimanche 29 décembre 2024 et on va faire un petit tour sur le marché des cryptos et on voit que tout est dans le rouge, excepté quelques crypto-monnaies. Alors récemment, on a eu un pump du BGB, en fait, la crypto de Bitget. Aujourd'hui, ça se calme un petit peu, mais on va voir quand même pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça peut être intéressant de surveiller les tokens de plateforme à l'avenir. On a un Bitcoin à 93 000 $ et un Ether à 3 500 $. Alors l'Ether a beaucoup de mal à démarrer, même si on va regarder qu'on a quand même des inflows sur les ETF sur l'Ether. Alors c'est pas ici, c'est juste ici que je voulais vous montrer. Vous voyez, le 23 décembre, on a quand même eu 130 millions. Le 24 décembre, pareil, 53 millions qui sont rentrés. Le 26 décembre, 117 millions. Le 27 décembre, 47 millions. Donc là, c'est intéressant de noter que sur l'Ether, on a des inflows qui sont positives, alors que sur le Bitcoin, au niveau des ETF, on a plutôt des outflows, donc des sorties d'argent. Le 20 décembre, 277 millions qui sont sortis des ETF. Le 24 décembre, 338 millions. Après, il faut savoir que quand même, le mois de décembre, la fin d'année, c'est pas forcément une période qui est ultra propice à l'explosion des crypto-monnaies parce que il y a généralement des clôtures de position, notamment aux États-Unis, parce que leur année fiscale, eux, c'est un petit peu différent. Ils peuvent reporter des pertes, même si on est en gain, etc. Bon, c'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est aussi pour ça que parfois, pendant les périodes de fête de fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui se retirent des marchés pour revenir au début de l'année 2025. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit sur les ETF des grosses sorties. On va faire un tour sur CoinMarketCap. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas de regarder uniquement le prix de votre crypto-monnaie préférée, mais c'est de regarder aussi si lorsqu'il y a une correction, est-ce qu'elle est rachetée instantanément ou est-ce que par rapport à d'autres, elle baisse plus que les autres. Oui, on regarde par exemple sur certaines crypto-monnaies. Alors, cette semaine, ça va, mais la semaine dernière, c'était quand même assez flagrant. On avait quasiment tout qui était dans le rouge. Et il y en a qui étaient moins dans le rouge que d'autres. En fait, il y en a qui ont commencé à baisser un petit peu, mais qui sont rachetés instantanément. Donc, la force acheteuse est intéressante sur certains des projets. Par exemple, on va regarder sur Tao. Si on regarde sur un mois, on voit quand même qu'on a une consolidation ici aux alentours de 456 $. Aujourd'hui, on est à 456 $. Si on regarde sur un an, vous voyez, alors c'est des phases où on est régulièrement racheté. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas descendre plus bas. Mais en attendant, c'est intéressant. Je voulais juste vous parler aussi sur CoinMarketCap, il y a la fonctionnalité Token Unlock, c'est-à-dire que on va pouvoir voir un petit peu quelle répartition des tokens sont attribués en fait tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui sont encore lockés? Et sur Tao, on voit que oui, on a quand même 56% de la supply qui est verrouillée et donc qui va être libérée sur le marché au fur et à mesure de l'année 2025, 2030, 2035, etc. Visiblement, le vesting de Tao est très long. On va regarder sur un autre projet. Il suffit simplement de retourner juste ici et on va regarder sur Bitcoin. Évidemment, Bitcoin, il ne nous affiche pas la tokenomics parce qu'il n'y a pas d'unlock sur le Bitcoin. Et c'est ça qui fait la grande force de Bitcoin. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. En fait, il n'y a pas d'investisseurs privés qui sont rentrés très tôt dans le projet. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça le rend très décentralisé. C'est d'ailleurs la crypto-monnaie la plus décentralisée en termes de gouvernance. Alors oui, il y en a qui ont plus de supply que d'autres, mais faut savoir quand même que ça n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas contrôlé par des investisseurs qui sont rentrés avant vous et qui peuvent vous exercer une pression baissière sur la crypto-monnaie en question. Sur Solana, on voit qu'on a quand même encore 8% qui sont lockés. Et si on regarde, est-ce qu'on peut le voir ici? Ouais, on peut voir quand même que il va y avoir des unlocks au cours des prochaines années. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dessus. Généralement, quand il y a des unlocks de tokens, c'est-à-dire les investisseurs privés qui ont maintenant la possibilité de vendre leurs tokens, ça ne veut pas dire qu'il y aura une pression baissière obligatoirement, parce que quand on est dans un momentum de bull run, généralement, le momentum est plus fort que cette pression baissière. Après, attention, certains sont déjà à x100 sur leur investissement, donc forcément, dès qu'ils ont leur unlock, ils vont vendre. C'est simplement la fonctionnalité que je vais vous montrer sur CoinMarketCap aujourd'hui. On fait un petit tour sur le Crypto Fear and Greed qui est à 54, donc qui est plutôt dans le neutre, mais on se rapproche de la peur et c'est normal parce que ça fait 2 semaines qu'il ne se passe rien. On a fortement monté pendant le mois de novembre, pendant le mois de décembre, et là, depuis 2 semaines, il ne se passe plus rien, même on est en légère correction. Donc, c'est normal que les investisseurs aient peur. Mais c'est généralement là qu'on a les meilleures opportunités et il ne faut pas paniquer. Je ne dis pas qu'il faut renforcer à toute balle, renforcer des centaines et des milliers de dollars sur le marché des crypto-monnaies, mais ne paniquez pas, je pense qu'on est encore assez loin d'un top de marché.
Autre chose, la Bitcoin dominance qui peine à chuter. Pourtant, le Bitcoin stagne et on pourrait se dire, si vraiment il y a une grosse stagnation du Bitcoin, on va aller chercher de la performance sur les altcoins, ce qui pourrait nous faire descendre cette Bitcoin dominance. Et quand la Bitcoin dominance descend, je le rappelle, c'est à ce moment-là que ça profite au maximum aux altcoins, donc aux petites crypto-monnaies. Et qui dit capitalisation plus faible, dit forcément une volatilité plus élevée et donc un pourcentage de hausse plus important, tout comme un pourcentage de baisse plus important. Chose très importante à surveiller, la réglementation MiCA qui va rentrer en vigueur dès demain, en fait, dès le 30 décembre. Donc, il y a deux choses importantes. Déjà, il va y avoir les transactions de crypto supérieures à 1000 € qui, normalement, devront être déclarées et qui devront être soumises à un KYC. Donc, à chaque transfert entre deux plateformes régulées par MiCA, par exemple, tu veux transférer de Binance vers Swissborg, les deux sont réglementés PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques, la plateforme d'origine du client devra transmettre à la plateforme de destination un bon nombre d'informations privées. Cela inclut ainsi les données personnelles transmises lors des vérifications de KYC, telles que les noms, le prénom, l'adresse du client. En échange, des informations relatives aux bénéficiaires de la transaction doivent être également transmises. Donc, encore une fois, une atteinte à la vie privée, même si on est sur des plateformes centralisées, il y a un KYC, il y a une réglementation, et donc c'est en quelque sorte normal. Mais voilà, il faut savoir que lors d'un transfert vers un portefeuille auto-hébergé comme un MetaMask ou un Phantom, la propriété du wallet doit aussi être prouvée lorsque le montant de cette transaction dépasse les 1000 €. Alors concrètement, je ne sais pas comment ça va se passer pour prouver que c'est ton MetaMask ou ton Phantom ou ta clé Ledger, mais à suivre. Ça pose d'importants questionnements en matière de vie privée et de protection des données personnelles. Dans notre dernier dossier sur MiCA, donc Nicolas Louvet, le PDG de CoinHouse, n'a pas mâché ses mots sur les problématiques engendrées par cette réglementation. Et donc il a dit « J'ai passé un temps phénoménal à essayer d'expliquer que cela ne servait à rien, que c'était dangereux, que c'était une réglementation qui attaquait les libertés individuelles, qui posait des problèmes sur les données et qui servait en plus les puissances étrangères. » Mais bon, visiblement, c'est la réglementation qui va entrer en vigueur au 30 décembre 2024. Donc, c'est très rapidement, c'est demain. Deuxième chose, l'USDT qui n'est pas conforme à la réglementation MiCA. Et ça, c'est très important de le comprendre. L'USDT, donc, il n'est pas conforme au Market in Crypto Asset et ça va être, c'est un petit peu flou en fait. On va regarder cet article de Cryptost qui nous dit tout simplement la réglementation MiCA entrera bientôt en pleine application, mais c'est extrêmement flou. Au 30 décembre, ce ne sont plus seulement les émetteurs de stablecoins qui seront concernés, mais c'est également les prestataires de services sur les actifs numériques, donc les fameux PSAN. Cela représente la majorité des acteurs enregistrés, comme je l'ai dit, Binance, Coinbase, Swissborg, etc. CoinHouse, tout ça, ce sont des acteurs qui sont réglementés PSAN, notamment les exchanges donc, qui souhaitent proposer des services relatifs aux crypto-monnaies. Ils devront se plier à la réglementation MiCA sans cesser, et donc cesser de proposer des produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles, comme le SDT. Il faut savoir que le marché des stablecoins, c'est 200 milliards de dollars et que l'USDT, c'est 139 milliards de dollars. À voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Les stablecoins, 138 milliards de dollars pour l'USDT. Et donc, qu'est-ce que vont devenir nos USDT si on détient des USDT sur Binance? En fait, quand Cryptost, ils ont posé des questions à différentes plateformes d'échange. Coinbase a confirmé que l'USDT, et en plus des autres stablecoins non conformes, mais on parle beaucoup de l'USDT parce que c'est plus gros, ne pouvait plus être acheté, échangé ou tradé sur sa plateforme depuis le 13 décembre. Voilà. Descoin nous a indiqué que l'USDT ainsi que le DAI ne pourraient plus être achetés, échangés ou vendus contre de l'euro à partir du 31 décembre. Les soldes restants en USDT après cette date seront convertis en USDC. Donc les dépôts ne seront plus possibles. Donc ça se fait automatiquement. Binance n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. On note que c'est encore possible d'acheter des USDT sur la plateforme et que les paires de trading avec l'USDT sont encore proposées comme BTC contre l'USDT. Et Kraken n'a pas de communication sur le sujet. L'USDT est toujours disponible sur la plateforme sans contrainte. Donc voilà, donc aucun régulateur n'a explicitement déclaré que l'USDT n'était pas conforme. Mais ça ne suffit pas qu'il l'ait en fait. Il n'est pas conforme, en fait c'est ultra flou et donc c'est pour ça on ne sait pas trop ce qui va se passer et ça va dépendre aussi des plateformes d'échange sur lesquelles vous avez vos fonds. Et donc c'est pourquoi certains exchanges semblent attendre une décision claire des régulateurs avant de délister l'USDT, là où d'autres ont préféré opérer de manière proactive comme Coinbase. En fait Coinbase, leur stratégie c'est un peu d'abord de se réguler et après de faire leur marketing pour s'étendre et c'est ce qu'ils ont fait notamment en Europe. Alors que Binance, eux, ils souhaitent d'abord acquérir le max de clients et après, ils souhaitent se réguler. Donc, avoir une stratégie, est-ce qu'elle est meilleure que l'autre pour les entreprises?
J'en sais rien. En tout cas, on a des fonds sur Binance, on a des fonds sur Coinbase, on a des fonds sur différentes plateformes d'échange, mais on ne le répétera jamais assez. Sortez vos fonds des plateformes d'échange quand ils commencent à être conséquents et que vous ne pouvez pas vous permettre de vous les faire bloquer ou de les perdre. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec FTX. Ça peut être très compliqué. Et je voulais finir, voilà, ce flou est aussi pénible que pour les investisseurs que pour les entreprises et pourrait d'ailleurs perdurer. En effet, les périodes transitoires instaurées au sein des différents États membres peuvent aller jusqu'à 18 mois, c'est le cas de la France par exemple, ou d'autres pays comme l'Espagne vont accorder 12 mois de flexibilité à cette. Enfin voilà, en gros, on n'aura pas forcément de réponse très rapidement. Après, à voir, encore une fois, c'est la plateforme sur laquelle tu investis qui va décider. Si pour l'instant Binance, tu as encore l'USDT, bah tu as encore l'USDT, tu l'utilises et puis voilà. Et le jour où tu pourras plus l'utiliser, normalement, ils seront convertis en USDC, comme le font certaines plateformes. Voilà. Je voulais donc vous montrer très rapidement cet indicateur sur l'altcoin season. Là, si on regarde en monthly, on est à 43. Si on regarde sur l'année, on est à 31. Et ici, en daily, je pense, du coup, on est à 49. Alors voilà, on n'est pas en altcoin season, mais encore une fois, si cette Bitcoin dominance chute, on repassera dans une phase où les altcoins performent. Ok, on va parler du MV/RVZ score. Encore une fois, je vous en avais parlé sur la stratégie de prise de profit. Généralement, quand cet indicateur atteint une zone de surchauffe entre, allez, on va dire entre 6 et 10, parce que ici, on voit qu'on n'est pas allé dans la zone rouge très explicitement, mais on a quand même dépassé les 6. Et ici, c'est la même chose. Et bien, quand cet indicateur est ici, on est généralement sur un top de marché. Vous voyez, ici, on était sur le top en 2017. Ici, là, on est allé très haut, on était sur le top en 2021. Alors, attention, parce que le deuxième top de 2021, l'indicateur n'a pas suivi, mais ce top a été peut-être un petit peu manipulé par les acteurs tels que FTX. Bref, ici, top de marché, top de marché, top de marché, pareil. Donc, globalement, quand on aura une forte augmentation de ce MV/RVZ score, on pourra commencer à prendre des profits de manière très agressive. Encore une fois, n'attendez pas qu'il soit à 8, 9 ou 10 parce que vous voyez qu'ici, il s'est arrêté plus tôt et même ici, encore plus tôt. Donc, à surveiller. On fait un petit tour sur, non pas sur TradingView, sur les capitalisations des actifs de ce monde. Tout le monde se pose des questions sur jusqu'où ira le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin ira un jour à 1 million? Eh bien, je vais vous le dire explicitement. Moi, ma conviction, c'est que oui, un jour, le Bitcoin ira à 1 million. Tout simplement parce que la capitalisation du Bitcoin est de 1800 milliards de dollars et la capitalisation de l'or est de 17 000 milliards de dollars. Donc, si on fait un x10 sur cette capitalisation, on atteint la capitalisation de l'or, et donc 1 x 10 sur les 100 000 dollars, à peu près, hein, là on est à 93 000, mais à peu près les 100 000 dollars, hop, on passe à 1 million de dollars si le Bitcoin atteint la capitalisation de l'or. Et est-ce que c'est déconnant de dire qu'un jour le Bitcoin pourrait atteindre la capitalisation de l'or? Non, selon moi, ça ne l'est pas. Je vous renvoie à la vidéo que je vous ai faite sur les valeurs fondamentales de Bitcoin, mais en gros, une supply qui est limitée à 21 millions d'exemplaires, alors que l'or, encore une fois, on parle de réserve de valeur finie, mais on trouve encore des quantités d'or sur la Terre. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue de l'inflation, etc., c'est plus intéressant sur le Bitcoin. C'est plus facilement transportable, c'est plus facilement divisible. En fait, on peut diviser un Bitcoin en 100 000 Satoshi, alors que l'or, c'est quand même compliqué de le diviser en plein de petites unitaires. Alors oui, ça existe, les pièces, etc., mais ça reste encore une fois un actif qui est moins pratique et qui est moins dans l'air du temps. Et encore une fois, on peut envoyer des sommes astronomiques de Bitcoin. En fait, on peut envoyer 1 milliard de dollars en Bitcoin à l'autre bout du monde en quelques secondes, en quelques dollars de frais. Alors que l'or, si tu veux envoyer 1 milliard d'or, il va falloir avoir des processus de sécurité ultra complexes, des processus de transport ultra... Bref, en gros, c'est pas déconnant d'un jour d'avoir la capitalisation du Bitcoin au niveau de celle de l'or, ce qui nous ferait donc 1 x 10 sur le prix. Encore une fois, ça n'arrivera pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais dans 10, 15, 20 ans, pour moi, c'est possible un jour de voir un Bitcoin à 1 million de dollars. Mais est-ce qu'on partira sur un super cycle ou est-ce qu'on aura encore des cycles de 4 ans sur le marché des cryptos comme ce qu'on a connu jusqu'à présent? J'en sais rien. Je pense personnellement que sur ce cycle-là, ça restera un cycle comme les précédents, c'est-à-dire bull run, bear market, phase d'accumulation. Et après, peut-être quand l'actif deviendra encore plus capitalisé et qu'il deviendra un peu plus mature, on pourra parler peut-être d'un super cycle pour le Bitcoin, probablement pas pour le reste des altcoins et des crypto-monnaies qui sont très très faiblement capitalisées. Voilà, il faut savoir que le Bitcoin, c'est la moitié, plus de la moitié du marché des crypto-monnaies. Le reste, ça représente peanut dans les marchés financiers mondiaux. Voilà, il faut savoir que, par exemple, on a des entreprises comme Mastercard qui pèsent des milliards de dollars, 488 milliards de dollars. Mais, encore une fois, sur le Bitcoin, on arrive à un actif qui est dans les 10 actifs les plus valorisés de la planète. Et potentiellement, un jour, il pourra dépasser les boîtes de la tech et peut-être atteindre la capitalisation de l'or. On finit très rapidement avec un tour sur Twitter.
Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc on a pas mal de news à passer. Encore une fois, dites-moi si ça vous plaît, des vidéos un peu plus longues, un format où on détaille un peu plus les choses, ou alors on survole les différentes actus. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, j'essaye de vous donner le maximum d'informations sans faire des vidéos d'1h30 parce que ça devient fatigant à regarder. Et je pense qu'en 10, 15, 20 minutes, on peut avoir l'essentiel de l'actu sur les 2-3 derniers jours. Donc voilà, peut-être que pendant le bull run, je vous ferai des vidéos tous les jours, on va voir. Enfin, pendant le bull run, on est déjà en bull run, mais peut-être pendant une phase d'euphorie. Là, il y aura des news dans tous les sens, il y aura des opportunités et des prises de profit à faire. Donc, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos. Donc, le World Liberty Financial, donc c'est le projet de Donald Trump, qui a acheté pour 250 000 $ de Ondo le 16 décembre. Voilà, ça a fait pumper ce jour-là la crypto Ondo. Je pense que depuis, elle s'est calmée. On va regarder très rapidement. Vous allez voir que le 16 décembre, on a eu un pump. Si on regarde sur le mois, évidemment, hop, 16 décembre, là, vous voyez, on a eu un gros pump. Mais depuis, hop là, c'est bien redescendu. Après, il suffit de dézoomer un petit peu pour voir quand même que sur l'année, on a quand même 782%. L'année 2024, finalement, quoi qu'on en dise, elle a été extrêmement bénéfique pour le marché des crypto-monnaies. Ensuite, BlackRock qui a fait une vidéo de 3 minutes pour éduquer les clients au Bitcoin, tout simplement. Ceux qui ne connaissent pas du tout le Bitcoin, parfois, il y a des clients de BlackRock qui sont des vieux de la vieille, on va dire, et qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires sur le marché des crypto-monnaies. Et donc là, BlackRock qui recommanderait d'avoir 2% d'allocation de son portefeuille en Bitcoin. C'est pas déconnant du tout d'avoir 2%. Et pour les très gros portefeuilles, ça peut faire des millions et des milliards de dollars qui rentrent sur le Bitcoin. Ensuite, Cynthia Lummis, donc une sénatrice américaine qui a déclaré que 2025 sera l'année du Bitcoin et des actifs numériques. C'est elle qui a proposé une réserve de valeur aux États-Unis effectuée en Bitcoin, tout simplement. Mais encore une fois, tout ça, on en est très loin, rien n'est fait. Mais ça pourrait être un énorme catalyseur pour le marché des crypto-monnaies et essentiellement pour le Bitcoin. Mais quand le Bitcoin monte, évidemment, ça fait monter tout le reste. ArtTrade, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. ArtTrade, c'est un projet autour des RWA, donc les Real World Assets, c'est la tokenisation d'actifs réels. Et c'est notamment dans l'art, en fait, ça va tokeniser des... alors, c'est sous forme de NFT, etc. Mais ça va tokeniser des objets artistiques. Et le projet est très, très intéressant. Je ne vous en parle pas trop, mais vous pouvez aller faire vos recherches. Il faut savoir que c'est une crypto qui a plutôt bien performé sur la fin de l'année 2024. Allez, on va faire un petit tour très rapidement sur ATR. Vous l'avez listé sur différentes plateformes d'échange, mais si on regarde sur, bon, sur le mois, c'est pas terrible, on perd 5%. Mais si on regarde sur l'année, on a quand même 3000%. Et déjà, si on regarde ici, on va dire en mars, non, pas du tout, en novembre, on est à 0,01 et ici, on est à 0,03. Donc, on a déjà 1 x 3 qui a été effectué en l'espace de quelques mois. Et ici, de toute façon, on était à 0,06, presque 1 x 6 en l'espace de quelques mois si vous prenez vos profits ici. Mais potentiellement, on pourra aller chercher plus haut. Après, il faut savoir quand même que quand le projet s'est lancé, il a eu une énorme pression baissière pendant des mois et des mois. Et ça, c'est toujours difficile pour un projet qui se lance en bear market. Voilà, il faut savoir que le projet est listé sur BitGet, sur Mexi, sur Get.io, sur tout ça. Et vous avez les codes de parrainage pour toutes ces plateformes dans la description si vous voulez avoir des frais qui sont réduits. Encore une fois, ceci n'est absolument pas un placement de produit. Je ne suis pas du tout contacté par des projets crypto pour le moment. Ça me plairait, et comme ça je pourrais vous en parler un peu plus en détail. Je pourrais être rémunéré pour cela, mais encore une fois, c'est totalement transparent. Il n'y a rien qui est rémunéré pour le moment. Grayscale qui annonce l'ouverture donc de Grayscale BitTensor Trust aux investisseurs. Donc ce serait un fonds qui permettrait de s'exposer à Tao. Donc Tao qui est l'une des cryptos les plus intéressantes dans le narratif de l'intelligence artificielle et le narratif de l'IA, en fait, sur le marché de crypto-monnaies, c'est l'un des narratifs les plus en vogue en 2024. Est-ce que ça va durer sur 2025? On ne sait pas, mais en tout cas, toujours intéressant que Grayscale s'intéresse à Tao. Dernière chose, non, pas dernière chose, mais on va sortir du marché des crypto-monnaies, on va aller sur les marchés actions. Atteindre 100 000 € de capital, c'est la moitié du chemin vers les 1 million de patrimoine. Est-ce que ça vous paraît logique de dire que 100 000 €, c'est la moitié de 1 million? Alors non, évidemment, ça ne l'est pas. Par contre, si on fait fonctionner les intérêts composés et si on investit 10 000 € sans rien rajouter avec un rendement de 10% sur le S&P 500 historiquement, 24 ans pour atteindre les 100 000 € et 24 ans pour atteindre les 1 million d'euros. Voilà, donc en fait, c'est très important de comprendre la puissance des intérêts composés. Là, hop, à 24 ans, on est là et hop, à 48 ans, on est ici à
1 million d'euros. Donc en fait, on voit que ça monte de manière exponentielle. Et encore une fois, ça je ne vous le répéterai jamais assez, réinvestissez vos gains, faites travailler les intérêts composés parce que 10% sur 100 000 euros, c'est pas la même chose que 10% sur 10 000 euros. Forcément, après, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, de The Big Whale qui nous ont partagé une information comme quoi le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, prévoit de recevoir l'agrément PSAN pour ouvrir des services liés aux crypto-monnaies à sa clientèle. Et ça, c'est très intéressant quand on voit que les banques traditionnelles françaises commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. Ils commencent à retourner leur veste. Et ça, globalement, c'est super intéressant. La SEC a approuvé les premiers ETF combinant Bitcoin et Ether. En fait, c'est une nouvelle forme d'indice crypto. Donc, un ETF qui nous permettrait de s'exposer aux deux crypto-monnaies principales de ce marché, à voir en termes de proportion comment ça se répartit. Mais encore une fois, tout de même très intéressant. Tether qui va clôturer l'année 2024 avec 10 milliards de bénéfices. Il faut savoir que ça, c'est une machine à cash. Tether, c'est donc la société émettrice de l'USDT. Ils ont, je crois, 60 employés et ils génèrent 10 milliards de bénéfices. C'est absolument démentiel. Ensuite, le rang de Coinbase. Aujourd'hui, on est à 179 en termes de téléchargement sur l'App Store et 12e en termes d'application sur la finance. On en est encore très loin d'une euphorie complète. En novembre, après l'élection de Donald Trump, on est monté très très haut. On est monté première en termes d'application sur la finance, devant Robinhood et tout ça aux États-Unis. Et on est allé dans le top 15, je crois, en termes de toutes les applications téléchargées. Et on voit ça peut être un top de marché quand tous les débutants veulent télécharger Coinbase pour commencer à investir. Et bien là, peut-être, c'est le moment où il faut commencer à prendre des profits. Ensuite, félicitations à CryptoPixel qui a réussi à interviewer Vitalik Buterin. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est toujours très intéressant. Et surtout, c'est huge en fait de savoir que le crypto Twitter français, enfin, de toute façon, les créateurs de contenu commencent vraiment à peser dans un game mondial presque, on pourrait dire. Et Vitalik Buterin, c'est pas n'importe qui parce que c'est le fondateur d'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie du marché. Et voilà, je vais pas vous faire un dessin sur qui est Vitalik Buterin. Allez faire vos recherches. Je pense que vous connaissez la distribution des 21 millions de bitcoins. On voit qu'il y a près de 17,6% des bitcoins qui sont perdus. On estime qu'ils sont perdus, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en circulation. Donc déjà, on en a moins que 21 millions. Ensuite, il y en a pour les mineurs. Il y a le wallet de Satoshi qui n'a pas bougé depuis le début, qui détiendrait près de 1 million de bitcoins, donc 5,2% de la supply. Les bitcoins qui n'ont pas encore été minés. Ceux qui sont détenus par les gouvernements, par exemple les États-Unis, qui détiennent des bitcoins, en réalité, ils détiennent déjà des bitcoins, mais parce qu'ils ont été saisis par les juges dans des affaires, etc. Ceux qui sont détenus par les ETF, ceux qui sont détenus par les entreprises comme MicroStrategy, etc. Et ensuite, ceux qui sont détenus par les particuliers. On voit quand même qu'on a une grosse majorité détenue par les particuliers parce que quand on comprend l'intérêt de la décentralisation et d'être sa propre banque, on a envie de détenir ses cryptos nous-mêmes et pas forcément en passant par les ETF ou par des entreprises, même si ça reste tout de même très intéressant pour la finance traditionnelle. Michael Saylor qui propose à Jeff Bezos d'acheter pour plus de 600 millions de bitcoins. Une stratégie courageuse ou plutôt cringe? Alors, encore une fois, Microsoft, ils ont refusé. On a eu d'autres entreprises qui se sont intéressées à ça, qui n'ont pas forcément accepté. Microsoft, il faut savoir que je crois qu'il y a 0,5% des actionnaires qui ont voté pour l'adoption de Bitcoin dans la trésorerie et une grande majorité qui ont voté contre. Donc on en est encore loin, mais Michael Saylor, il essaye de convaincre tous les patrons de la tech, donc notamment Jeff Bezos. Voilà, à voir comment ça évolue. Encore ce Michael Saylor qui achète pour 5200 bitcoins supplémentaires. Donc pour 561 millions, il annonce détenir 7,8 milliards de dollars encore à disposition pour des achats. C'est colossal. Vraiment, je vous invite encore une fois, je le dis à chaque fois, d'aller voir la vidéo de Asher sur MicroStrategy. Soit c'est la bombe qui va faire exploser le marché crypto, soit c'est de la bombe en fait, et ça va nous propulser vraiment très très haut. Quand je dis exploser, ça pourrait dire plutôt à la baisse. Une entreprise que je ne connais pas qui achète par contre qui achète pour 21 millions de dollars de Bitcoin pour sa trésorerie, soit une moyenne d'achat de 96 000 $. Donc ça veut dire qu'ils ont des convictions très fortes parce que pour une entreprise achète à un prix très élevé à 96 000 $, je pense qu'ils ont une vision très long terme. Et pour y mettre 21 millions, avoir la taille de l'entreprise, mais ça reste quand même colossal. Donc l'action forcément a explosé en moins de 2 mois, ça coïncide partiellement avec l'achat de ces bitcoins. Donc elle a pris 1400% en 2 mois. Encore une fois, le groupe Curl Technology annonce faire une réserve en bitcoin. Je ne me suis pas renseigné sur ce que c'était cette entreprise, mais c'est quand même intéressant de voir que de plus en plus d'entreprises intègrent le bitcoin dans leur trésorerie, même s'il y en a qui refusent, comme Microsoft par exemple.
Ensuite, des initiatives intéressantes. On voit donc le père de Mira, une petite atteinte d'une rare tumeur, reçoit 50% de l'offre totale d'un même coin. L'histoire prend de l'ampleur et le Mira s'envole alors que ce papa cherchait 100 000 $ pour financer la recherche. Il se retrouve avec des millions de dollars potentiels. L'univers des meme coins réserve aussi de belles histoires. Voilà, donc visiblement 18 millions de dollars parce que voilà, avec les meme coins, ça peut aller très très vite et c'est plutôt encourageant de voir aussi que en fait, on parle de meme coin, de crypto-monnaie qui ne servent à rien, mais là, ça peut sauver la vie de certaines personnes. Et il n'y a que dans la crypto qu'on voit ça. Ce n'est pas forcément dans la finance traditionnelle qu'on verra ça. DCA de 50 $ par semaine sur le Bitcoin et sur l'or. On voit qu'en 2024, donc, on aura investi 18 000 $ si on a commencé en 2018. 18 000 $, ce qui est faisable, 50 $ par semaine. Je pense que, alors, une grande majorité peut se le permettre, même si, encore une fois, 200 $ par mois uniquement sur un marché risqué comme le marché de crypto-monnaie. Pas tout le monde peut se le permettre, mais si tu as des convictions profondes et tu as envie d'être plutôt hardcore sur tes investissements en crypto, ça peut être très rentable. Sur l'or, on voit qu'on sort à 27 000 $. Sur le Bitcoin, on verra qu'on sort à 122 000 $. Encore une fois, à 2024, aujourd'hui, avec un prix du Bitcoin avoisinant les 100 000 $. Mais si on va plus haut, potentiellement, on peut aller chercher les 150 200 000 $. Voilà, je vous invite à aller voir ce que Goku partage sur Twitter, c'est toujours très intéressant. BitGate annonce le burn de 40% de l'offre totale du BGB. Encore une fois, le BGB, c'est le token de la plateforme de BitGate et on va finir là-dessus parce que Nvidia qui va détrôner Apple et ensuite, alors, il y a encore 2-3 actus, mais on va parler quand même du BGB. Le BGB, donc, très très intéressant parce que BitGate, c'est une des plateformes d'échange les plus... Alors attention, parce qu'elle n'est pas réglementée PSAN en Europe et donc elle est sur la liste noire de l'AMF. Et la liste noire de l'AMF, en fait, ça vous déconseille d'aller investir tout simplement sur cette plateforme. Donc normalement, théoriquement, je ne devrais pas vous en parler, mais il faut savoir quand même que son token a explosé ces derniers jours. Alors forcément, on a une correction de 16% aujourd'hui, mais voilà, quand même plus 47% sur les 7 derniers jours, alors que tout était dans le rouge, plus 275% sur le mois, et sur l'année plus 900%. Et on voit que cette hausse, elle est très très récente parce que voilà, c'est une plateforme qui met en place des choses au niveau des launchpads, des launchpools. Là, on voit qu'on a un burn de 40%. J'ai aussi entendu parler du BitGate Wallet, etc. Donc pour moi, ça reste intéressant de s'exposer aux crypto-monnaies des plateformes. Le Borg de Swissborg, par exemple, le BNB de Binance, le BGB de BitGate. Ça peut être intéressant de s'intéresser, enfin de s'exposer tout simplement aux tokens des plateformes parce que pendant le bull run, ces plateformes-là génèrent un cash qui est monstrueux. Nvidia qui va détrôner Apple, qui n'est plus qu'à 500 milliards d'Apple. Est-ce que potentiellement un jour on pourra le détrôner? Est-ce que ce sera une autre entreprise qui détrônera Apple ou Microsoft? J'en sais rien, en tout cas Nvidia est très très bien parti. Galaxy Research qui publie ses prévisions pour le marché crypto. C'est l'avant-dernière news. Bitcoin qui devrait franchir la barre des 150 000 $ au Q1 2025 et qui pourrait atteindre les 185 000 $ au Q4. Ça, c'est des prédictions qui sont réalistes parce que certaines prédictions nous parlent déjà d'un 250 000, 300 000 $ en 2025. Pour moi, ça paraît compliqué. Ethereum qui franchira la barre des 5 500 $. Pareil, encore une fois, ça c'est réaliste. Quand on parle d'un Ether à plus de 10 000 $, ça me paraît compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça, c'est réaliste. Les ETF Bitcoin Spot dépasseront collectivement les 250 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il faudrait voir à combien on est aujourd'hui. Mais très intéressant. 5 sociétés du Nasdaq 100 ou 5 États-nations annonceront qu'elles ont ajouté du Bitcoin à leur bilan ou à leur fonds souverain. Encore une fois, ça m'intéresse aussi. Au moins une des meilleures plateformes sous gestion de patrimoine annoncera une allocation de Bitcoin de 2% au plus. Le taux de stacking d'Ethereum dépassera les 50%. Il y aura au moins 10 lancements de stablecoins soutenus par des partenariats avec la finance traditionnelle. L'offre totale de stablecoins doublera et dépassera les 400 milliards de dollars en 2025. On est à peu près à 200 milliards actuellement. La dominance du Tether sur le marché tombera en dessous des 50%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le stablecoin le plus capitalisé et l'USDC est assez loin derrière, mais potentiellement ça pourrait changer. La position dominante de Tether, donc non, c'est ce qu'on vient de dire. La législation des stablecoins sera adoptée par les 2 chambres du Congrès et sera signée par le président Trump en 2025. Un gouvernement US n'achètera pas de Bitcoin en 2025, mais il créera un stock en utilisant les Bitcoins qu'ils détiennent déjà. C'est ce que j'ai dit, ceux qui étaient détenus dans les affaires. Et le Dogecoin atteindra finalement 1 $, atteignant un market cap de 100 milliards de dollars. Voilà. À voir si ces prédictions se réaliseront ou non. On pourra faire un récap dans quelques mois pour savoir si cela a été
ça s'est réalisé. Réglementation MiCA, je vous invite à aller voir sur Twitter, je vous en ai déjà parlé pas mal. Et les 70 sociétés détenant du Bitcoin, avec un total de 591 000 Bitcoins. Évidemment, la première, c'est MicroStrategy. Après, on a Marathon Digital. Et voilà, on a Tesla juste ici, on a Coinbase, on en a d'autres qui sont intéressantes, qui sont connues du grand public. Mais globalement, je vous invite à aller voir ces entreprises qui détiennent du Bitcoin. Et le Salvador qui détient aujourd'hui plus de 6000 Bitcoins. Voilà, vidéo très longue aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les infos sont de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère encore une fois que vous êtes allé jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner aux différents comptes, vous avez tout dans la description, les codes de parrainage pour les plateformes pour réduire vos frais sur Swissborg, sur Binance, sur Coinbase, partout. Et nous, on se dit à très bientôt en 2025 pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vos investissements, prenez soin de vous et ciao!